de nouveau. C'est toi qui avais disparu. Ah bah c'est marrant. Ah non, je crois que c'était toi qui as disparu. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Je te demandais comment tu allais, mon petit Titouan. Eh ben écoute, ça va, j'étais en train de partager surtout sur Twitter la sortie Twitch du live. Très bien. Et donc moi-même, Quentin Le Pignon, qui est parmi vous pour essayer justement d'animer ce débat avec nos deux experts du soir. Justement, en préparation, il nous est tombé une nouvelle, donc le nouveau protocole Covid, qui, je vais le lire un petit peu en deux mots, je vais le dire en deux mots. Donc en gros, un coureur qui est donc positif au Covid et qui est asymptomatique ne sera pas exclu de la course. Ouais, on est bien d'accord. Donc ça, c'est le nouveau changement, puisque maintenant, dès qu'un coureur était positif, c'était dehors. Ces dernières semaines, on n'a pas arrêté d'en parler. Et après, il y aura aussi des tests antigéniques qui seront pratiqués pendant les périodes des journées off, donc journées de repos. Donc il y a pas mal de changements à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, JB, puisque tu nous disais justement quelque chose de différent de Titouan qui va rebondir après ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce nouveau protocole ? Alors juste pour compléter ce que tu disais, il y a aussi le fait qu'il y avait la règle l'équipe, une équipe qui saute automatiquement si elle a 2 cas de Covid dans l'équipe, cette règle-là n'existe plus non plus, qui va faciliter aussi pour terminer le grand tour. Moi, je trouve que le changement du règlement était nécessaire parce que c'était devenu vraiment un peu n'importe quoi, notamment sur le Tour de Suisse, où on a vu, je crois que c'était 31 coureurs qui avaient abandonné le matin de la 7e étape. Donc, fallait changer quelque chose parce que ça c'était plus possible. Maintenant, je trouve que ce changement de règlement-là est très loin d'être idéal parce qu'il est limite à l'opposé de l'ancien en termes de sévérité. Et c'est surtout le point où c'est les médecins, le panel de médecins qui décideront au cas par cas de si les coureurs pourront rester ou pas, s'ils sont positifs, qui me pose problème. J'ai peur qu'il y ait beaucoup d'inéquité dans les décisions et que ça soit très injuste pour les coureurs en course. Donc voilà, mais je suis pas très fan globalement de ce changement-là, même si le changement était nécessaire, je trouve que c'est pas vraiment le meilleur possible. Justement, Tito, on disait que le changement était nécessaire, on râlait un petit peu après ces protocoles. Toi, comment tu vois les choses ? Est-ce que c'est quand même pas bien que l'UCI réponde aussi rapidement et agisse aussi rapidement ? On avait plutôt l'habitude à ce que l'UCI mette du temps à réagir. Là, pour le coup, on a l'impression qu'ils ont fait quelque chose. Oui, il fallait être rapide, il fallait faire un changement rapide. Je pense que ça va dans la bonne direction. Alors, évidemment, il peut se poser la question, c'est pas parfait. On peut se poser la question de est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques pour les coureurs? Je pense que pour moi, le mieux, c'est que les coureurs donnent leur avis à ce sujet. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ce règlement? Est-ce que ça leur convient? Mais à partir du moment où un coureur est asymptomatique, euh, je comprends qu'on le laisse en course, extrêmement frustrant d'être éliminé alors qu'on n'est pas malade. Alors oui, on est peut-être porteur, oui, on peut contaminer, même si les risques sont très réduits à l'extérieur. C'est surtout au sein des équipes qu'il faudra faire attention, mais je compte sur la vigilance des équipes pour être prudente. Si un coureur a le Covid et est asymptomatique, ils vont sûrement le masquer, le mettre dans une chambre tout seul, faire en sorte qu'il ne soit pas avec les autres de l'équipe pour réduire au maximum les risques. Donc non, je pense qu'on ne pouvait pas faire une mesure parfaite. Donc voilà, c'est juste que c'est un choix nécessaire si on voulait que le Tour de France se finisse avec au moins 100 coureurs. Sinon, probablement qu'on aurait eu un enchaînement catastrophique et un Tour de France complètement caché par le Covid. Mais après, voilà, le plus important, c'est la santé des coureurs. Donc c'est aussi aux coureurs, je pense, de déterminer s'ils sont prêts à prendre ce risque, entre guillemets. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, il n'y a que dans le cyclisme que le Covid se développe, se déplace. Comment on peut l'expliquer par rapport aux autres sports ? Puisque j'ai pas souvenir, moi, dans les équipes de foot, enfin en tout cas à l'heure actuelle, même si le foot est un petit peu terminé, mais les semaines précédemment, ou même le rugby, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'au niveau du vélo, on fait peut-être pas assez attention à la base, JB ? Je sais plus qui c'est qui disait ça dans une interview il y a pas longtemps, mais que dans le vélo il y avait
avait vraiment un total relâchement ces derniers mois et que plus personne faisait vraiment attention, que dans les hôtels, plus personne portait de masque, etc. Donc finalement, en fait, c'est la continuité de ce qui se passe même dans la vie de tous les jours, où plus personne porte de masque, ils ont fait beaucoup moins attention qu'avant. Donc forcément, les cyclistes qui multiplient les déplacements et qui vont un peu partout, forcément, ils ont plus de chances d'attraper de l'attraper si les gens font pas attention. Et du coup, comme ils voyagent beaucoup, ils se le transmettent, etc. Mais je pense qu'il y en a fait que le vélo fait. Encore une fois, pour moi, c'est un peu comme le dopage. Que le vélo fait beaucoup plus attention à ça que pas mal d'autres sports aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de tests positifs que dans d'autres sports. Quand on voit ce que Kaïs Cornet a dit aujourd'hui, on comprend un peu que Bien sûr. c'est pas la même vitesse dans d'autres sports. Mais est-ce que le vélo avait forcément la mauvaise façon de faire avant? J'en suis pas convaincu non plus. Voilà. C'est sûr. Alors après, c'est vrai qu'on a vu sur le Tour de Suisse que ça avait eu un impact sur les classements généraux, avec Vlasov qui s'en va alors qu'il était archi favori. Titouan, est-ce qu'on peut s'attendre à ce genre de scénario avec peut-être un vainqueur au rabais ou le risque de finir à 50 ou 60 coureurs? Bah justement, je pense pas. Avec le changement de règlement, on a vu que globalement, tous ceux qui abandonnaient le Tour de Suisse étaient tous sans symptômes quasiment, et voilà, étaient juste en fait, découvraient qu'ils étaient positifs au Covid, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils ont fait un test inopiné. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, dans les autres sports, on ne fait pas plus attention. Alors le foot, c'est arrêté, donc du coup, on ne peut pas le voir, mais on est beaucoup, comme souvent dans le cyclisme, on était plus prévoyant. Maintenant, globalement, ça s'est relâché partout. En F1, ça s'est relâché. Il y a des tests, mais c'est beaucoup moins rigoureux. Je pense que tout s'est relâché parce que le virus a évolué et donc les mesures évoluent aussi et c'est logique. On ne pouvait pas rester avec le même système qu'il y a 2 ans ou il y a 1 an où les risques pour la santé des gens et des coureurs étaient beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, je pense que tout ça a évolué. Maintenant, je le répète, nous, on peut donner notre avis, tout ce qu'on veut, mais les coureurs sont les principaux concernés et moi, j'aimerais bien qu'on les entende à ce sujet, voir si pour eux, c'est logique. Est-ce qu'ils préfèrent rester en course en étant asymptomatiques ou s'arrêter par peur d'avoir quelque chose, comme peut-être l'a eu Sonny Colbrelli en début d'année. On ne sait pas vraiment, quoi. Donc moi, j'aimerais surtout entendre des coureurs à ce sujet. Moi, il y a un seul truc qui me chagrine un peu dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est que on voit l'aspect de la course et du spectacle du Tour de France, de l'aspect sportif. Mais en fait, il y a un truc qu'on oublie, c'est que le Tour de France, c'est pas que la course, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Et continuer à permettre aux coureurs de courir sans faire autant de tests, en les laissant même positifs dans le peloton, c'est les laisser aller à l'hôtel tous les soirs, etc., croiser des gens normaux qui, eux, font leur travail et qui vont rentrer chez eux en l'emportant, si ça se trouve, parce que du coup, voilà, donc c'est aussi ça qui me pose un peu problème avec cette règle-là, et que non, justement, il l'était pas ces derniers mois. Plus personne n'était masqué dans les hôtels. Justement, c'est ce que disait le coureur. Je sais plus qui c'est qu'en parlait l'autre jour. Le mec qui sera malade ou qui sera pris même asymptomatique, il aura l'obligation de mettre un masque, évidemment. Bah, je me doute, mais encore une fois, ça c'est pas marqué dans leur nouveau règlement, mais j'espère qu'ils vont quand même adapter aussi l'entourage des coureurs et dans les hôtels, etc. pour retrouver un semblant de sérieux, au moins pendant les 3 semaines du Tour, parce que sinon ça me pose vraiment problème au-delà de la course pour les gens qui sont liés indirectement ou indirectement au Tour de France. Bien sûr. Après, c'est sûr que la santé, ça passe avant tout, donc toutes les personnes autour. Mais les coureurs, je pense qu'ils auront tellement peur d'être d'être positifs et en plus symptomatiques que tout le monde va faire gaffe. En tout cas, j'imagine pas un seul moment que ça va être la débandade. Mais bon, c'est sûr que tu as raison de le surligner. Je sais pas s'il y en a un des deux qui va rajouter quelque chose sur cette petite aparté. Non, je pense que ça va. Écoutez, je vous propose à la limite d'aller chercher l'air frais danois, puisque on va s'attarder désormais sur le parcours, puisque c'est le prochain point que l'on va aborder ensemble. Alors vous pouvez retrouver l'ensemble des étapes donc sur notre site, puisqu'on a le parcours et le profil des étapes du Tour de France 2022. Vous pouvez taper dans la barre Google ou directement sur le site où vous retrouverez vraiment l'ensemble détaillé de chaque étape. Peut-être qu'on peut s'attarder sur les 3 premières qui ont lieu donc au Danemark.
On sait qu'il y a une étape, alors il y a le premier contre-la-montre inaugural de 13 km, ça à la limite si un des deux veut en parler, vous le ferez. Moi j'ai envie de m'attarder sur l'étape 2, puisqu'il y a le fameux pont du Grand Belt qui sera on va dire le clou du spectacle, en tout cas à quelques kilomètres de l'arrivée. Alors on entend un petit peu de tout, il va y avoir des bordures, il va y avoir du vent, il y en a qui disent que mais non, le vent ici il est souvent de face sur cet endroit. Titouan, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à des grandes manœuvres à 20 bornes de l'arrivée? Est-ce que vraiment des personnes peuvent se faire piéger? Et est-ce que vraiment on va s'attendre à une explosion de bordures? Je pense, oui, je pense, c'est même quasi sûr. Il va sûrement y avoir énormément de dégâts. Après, ça peut même venir avant. On va longer la côte globalement pendant quasiment toute l'étape. Donc toute l'étape peut être dangereuse. Ça dépendra du sens du vent en particulier, mais toute l'étape peut être dangereuse. On longe la côte, il me semble, du nord au sud. Donc voilà, avec un vent de côté, c'est possible, je crois. Et c'est possible, mais les changements de direction font que ça sera quand même pas très facile. ça sera pas quand même facile, mais ça peut être possible. Voilà. Après, évidemment, sur le pont, là, ça va être autre chose. C'est incroyablement dégagé. On est au bord de la mer, donc évidemment, le vent va souffler un minimum. Pour peu qu'il y ait des gros vents ce jour-là, ça peut faire. On annonce entre 20 et 30 km/h pour l'instant. Donc 20 et 30 km/h, c'est énorme en vrai. C'est énorme, Voilà. ça peut faire très mal. 30 km/h, ça peut faire très mal. Ah oui, ça commence à piquer. 16 km de pont, je sais pas si je l'ai dit. Normalement, c'est à 3 viens de le dire. L'arrivée à Nyborg, elle est située à 3 km du pied du pont. Donc ça peut avoir son importance. Et comme tu dis, peut-être même avant, JB, au niveau des côtes. Moi, je vois pas trop de bordure possible sur le bord de mer parce que on change souvent de côté. Et, en fait, il n'y a pas vraiment de zone suffisamment grande pour que ça puisse casser. En revanche, ça va être très très nerveux. Les risques de chute seront très importants avant même le pont. Et le pont va pas vraiment laisser de place au doute parce qu'en fait, on annonce un vent de face pour le moment, mais en fait, même s'il y a vent de face, il suffit qu'une équipe se décale d'un coup et que le mec qui est en 30e position prenne vent de face et il peut reculer de 10 mètres et faire la cassure. Donc, en fait, je vois pas beaucoup de scénarios dans ces deux étapes dans lesquelles il n'y a pas de cassure et pas de bordure sur le pont. Maintenant, après, les coureurs font la course, on le sait, donc tout est toujours possible. Mais c'est vrai que c'est une étape où les leaders peuvent perdre beaucoup en très peu de temps et sans faire de faute en fait. C'est une étape la plus intéressante du début de tour. Est-ce que le risque justement, au-delà de la bordure, c'est que tout le monde s'attend à cette bordure-là et que ça soit hyper nerveux? On sait que sur le Tour de France, les premiers jours sont catastrophiques. On se rappelle de Thibaut Pinot à Nice qui tombe, je crois que c'était dès la première étape. Titouan, est-ce que toi t'imagines, au-delà du scénario de la bordure, d'entrée de la casse, on va dire plutôt là les bobos, avec des chutes ces 2 premiers jours d'étape en ligne? C'est fort possible. Après, ça va frotter. Les routes, il me semble, sont plutôt belles et larges. Donc, normalement, il y aura de la place. Maintenant, ça dépend aussi du sens du vent. Si on est protégé derrière, on arrivera plus facilement à remonter. Mais par contre, on aura du mal ensuite à déborder pour se placer en tête. Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Mais c'est sûr qu'on va tous vouloir frotter pour être bien placé à l'approche du pont. Et donc forcément là, voilà, ça va être dangereux. Donc oui, dans les 40-50 derniers mètres, ça va être un sacré bazar. Et évidemment, le vainqueur sera dans le premier groupe à la sortie du pont, puisqu'en 3 km, aucun groupe n'a le temps de revenir, de remonter et de gagner au sprint. Ouais, donc il faut s'attendre quand même à des étapes plutôt animées, puis on a l'habitude aussi que ce genre d'étapes, au final il se passe beaucoup plus de choses que les étapes de montagne, donc en tout cas on espère qu'il y aura de l'animation, mais pas au niveau des chutes, en sachant que ça sera forcément un spécialiste du chrono qui aura le maillot jaune à la première étape. Est-ce qu'on peut s'attendre au vainqueur habituel, JB, sur le premier contre-la-montre? Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise sur le vainqueur, oui, que ça sera un spécialiste du chrono dans tous les cas. Après, est-ce que ça sera Filippo Ganna qui est le grand favori? J'ai envie de dire que le parcours qui est suffisamment court et tournant peut avantager un mec qui est capable de faire des grosses relances.
un mec comme Mats Petersen, par exemple, qui est un rouleur plutôt correct et qui a cette capacité, comme beaucoup de sprinters, d'être très bon sur les prologues où il y a des relances. Je me dis que sur un chrono comme ça, motivé à domicile, ça peut être la grosse cote, ouais, c'est possible. C'est bien parce que ces derniers temps, on a l'habitude de voir des maillots jaunes comme Van Der Poel l'année dernière ou même Julien. On dirait que on les annonce vraiment sur des étapes et ils s'emparent du jaune, c'est tellement emblématique. Mais justement, tu parles de Van Der Poel, Quentin, je te coupe, mais Van Der Poel, sur ce genre de parcours, c'est taillé pour lui aussi. Hein. Mathieu Van Der Poel, avec toutes les relances qu'il fait, on a vu que ses qualités du chrono sont énormes. Il fait 2e sur le Giro. C'est taillé pour lui. Hein. Il peut avoir le maillot jaune sur cette première étape, Mathieu Van Der Poel. Je crois qu'il peut battre des Giro, la concurrence n'était quand même pas non plus la même que sur ce Tour de France. Je pense que le contre-la-montre ne l'est pas non plus. Et le fait qu'il y ait énormément de virages de tournant, il va gagner des secondes. Hein. Dans toutes ces courbes, tous ces virages, il peut gagner du temps. Il peut gagner du temps face à tous les gros rouleurs qui sont moins agiles que lui. Eh ben écoutez, dans quelques jours on le saura. D'ailleurs, Mathieu Van Der Poel, est-ce que ça va être aussi l'attraction pour l'étape 5 sur les pavés, puisqu'après une arrivée au sprint attendu à Calais, on va arriver au contour d'Arenberg. Est-ce que lui, il peut faire quelque chose sur ce genre d'étape ou pas, Titouan? Oui, comme Wout van Aert, comme d'habitude, ce seront les deux grands favoris parce que qui dit étape pavée, qui dit nord de la France, dit un peu Paris-Roubaix. Et bon, même si la distance n'est pas la même et que du coup on risque d'avoir d'autres sortes de coureurs parce que voilà, l'endurance joue un rôle énorme évidemment sur Paris-Roubaix, ce seront logiquement les deux grands favoris. Et dans le secteur 5 étoiles, que je n'arriverai pas à prononcer, c'est sûr qu'on peut le voir attaquer et tout faire péter. Donc oui, bien sûr, Mathieu Van Der Poel est l'un des grands favoris du jour et il pourrait aller récupérer le maillot jaune ce jour-là s'il ne l'a pas récupéré avant. Les pavés, est-ce qu'ils ont leur place quand même sur ce tour? Alors moi je trouve ça très bien, ça amène encore un petit peu d'animation, mais JB, qu'est-ce que t'en penses toi de ces pavés qui commencent à devenir de plus en plus réguliers sur le Tour de France? Moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, le Tour de France c'est censé être le grand tour qui sourit aux coureurs complets qui savent tout faire. Le Giro c'est un peu le tour des grimpeurs, la Vuelta un peu le tour des punchers, même si ça a un peu évolué ces derniers temps. Et le Tour c'est le grand tour le plus complet. Donc il faut savoir tout faire, savoir rouler, savoir grimper et savoir aussi gérer ces formats compliqués, que ce soit les bordures ou les pavés. Pour moi, ça fait partie du bagage du coureur, du vainqueur du Tour de France. Donc je trouve que c'est une bonne chose de les voir. Alors de les voir tous les ans, peut-être pas, parce que c'est bien de varier, mais les voir régulièrement, je trouve que c'est une bonne chose, parce que déjà c'est un passage un peu mythique des courses cyclistes françaises, grâce à Paris-Roubaix principalement, évidemment. Et voilà, c'est pas non plus un Paris-Roubaix, hein. Oui, il y a des secteurs pavés, mais c'est ni aussi long, ni aussi difficile. On prend pas aucun des secteurs clés de Paris-Roubaix pour le Tour de France. On garde des secteurs, on va dire, un peu plus intermédiaires pour ne pas non plus créer des écarts de malades et que ce soit vraiment trop dangereux pour les leaders. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et c'est justement presque plus la course des leaders que la course du vainqueur d'étape qui va être intéressant dans cette étape. C'est de savoir comment vont se gérer les favoris. Oui, c'est évident. Écoutez, je pense que les pavés nous annoncent encore une fois beaucoup de spectacles sur une première semaine où on va voir un petit peu tous les paysages et tous les aspects du cyclisme. D'ailleurs, on va un petit peu continuer dans le cheminement des étapes puisque moi je vous propose de passer à l'étape 7 avec la première arrivée un peu en altitude, même si la veille ce sera une arrivée pour Puncher. Sur non pas la planche des belles filles, mais la super planche des belles filles. Il faut s'attendre à quel scénario, Titouan, sur cette super planche? Est-ce que les leaders vont se découvrir ou pas? Probablement que... Alors ça dépend ce que tu veux dire par découvrir. En fait, il va y avoir sûrement des attaques. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler se découvrir sur une course de côte comme ça? Je ne pense pas. Voilà, c'est logique d'attaquer, c'est logique de bouger. Il n'y a pas
a pas une étape décisive le lendemain. Donc voilà, on verra une course de côte tout simplement avec une équipe qui roule à bloc au début et puis probablement une attaque de Pogačar ou Roglič assez vite dans l'ascension. C'est là où je te rejoins pas tout à fait, Titouan, sur la fin de ton propos, en fait. C'est que, justement, moi, je m'attends même pas à ce que ça attaque tôt dans l'ascension. Parce que finalement, la montée de la planche, historiquement, ça n'a jamais attaqué vraiment tôt. C'est toujours joué un peu à l'usure, avec un train des équipes qui font le ménage par l'arrière, et ça attaque simplement dans le dernier kilomètre, quoi. Moi, je m'attends à un scénario limite comme en 2019, où les favoris sont restés ensemble, finalement, et que ça a bougé dans le dernier kilomètre. Parce qu'Alaphilippe a attaqué pour défendre son maillot finalement. Mais Oui, c'est je vois bien un possible. petit Non, mais scénario c'est comme ça, possible. hein. Je vois. Ça m'étonnerait beaucoup qu'un Pogačar ou un Roglič attaque à 5 km du sommet ou même à 4 sur une montée comme ça, quoi. Il y aura trop d'équipiers en plus vu le reste de l'étape. On aura un peloton quasi complet au pied, donc je pense que les équipiers vont faire le tempo et ça va jouer l'étape dans le dernier kilomètre, hein, mais je pense qu'il faut vraiment pas s'attendre à beaucoup plus. Donc pour vous, ça va pas forcément être décisif, mais peut-être juste un petit peu représentatif de l'état de forme des leaders. Moi, je vois bien ça comme ça. Ouais. On va savoir qui est capable de gagner le tour et qui ne l'est pas, mais on n'aura pas beaucoup plus après sur le rapport de force exact entre chacun, quoi. D'accord. Eh bien, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la super planche des belles filles, j'en ai un petit peu ras-le-bol. C'est vrai que c'est pas, moi, je suis adepte des nouvelles montées ou des nouveautés. Je trouve que ça devient un peu redondant. Et le risque, c'était d'avoir, oui, des attaques dans le dernier kilomètre. En tout cas, il y aura certainement un beau vainqueur en haut. Après, il y a d'autres étapes qui s'enchaînent. Alors, elles sont cassantes, elles sont usantes, avec des arrivées en bosse, notamment à Lausanne, en Suisse. Très difficile, hein. Pour l'avoir testé avec JB sur le jeu Tour de France, très difficile. Ouais, il y a des passages à 15%, un kilomètre quasiment à 10%, juste avant la flamme rouge. Ça, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire quand on voit les 4 km à 4% qui mènent à l'arrivée. C'est très irrégulier et franchement, ça sera spectaculaire. Je dis pas que les favoris vont se lancer la bagarre dedans, mais ça sera spectaculaire en tout cas. D'ailleurs, Titouan, on peut s'apercevoir que l'étape 6, ça finit en bosse, l'étape 7, ça finit à la planche des belles filles, Lausanne, ça finit en bosse, l'étape 9, encore une fois, à Châtel-les-Portes, ça finit en bosse. On enchaîne encore avec Morziv-Megève, le col du Granon. Enfin, on a l'impression qu'ils ont tout fait pour que... Ouais, en fait, toutes les étapes, là, je sais pas si tu les montres, jusqu'à l'étape 14, en fait, ça finit en bosse. Est-ce que ça promet pas énormément de spectacles ou au contraire, en fait, est-ce que ça va faire pchit, tout simplement, puisque les favoris vont attendre la dernière semaine pour s'envoyer du lourd? Bah, le but avec cette première semaine quand même assez dangereuse de tous les dangers, c'est qu'il y ait peut-être déjà quelques écarts et que justement il y ait des tentatives assez rapidement dans ce Tour de France pour que les leaders ne soient pas attentistes. Donc je pense pas, je pense que le tracé est intéressant, qu'il y a des moyens de gagner du temps un peu partout. Il y a des opportunités logiques, voilà. Le Granon va être décisif, l'Alpe d'Huez le lendemain c'est une superbe étape. C'est presque dommage qu'elle s'enchaîne pas avec une étape un peu plus facile entre les deux, histoire de qu'il y ait un peu plus de mouvement dans le Granon, mais le Granon, voilà, sera sûrement une course de côte de toute façon, puisque la descente du Galibier ne permet pas de prendre des risques. Globalement, moi je trouve que ce parcours est très bien tracé, enfin très bien tracé, en tout cas du moins à des qualités. Et non, je pense que il y a de quoi être offensif et pas attentiste et ne surtout pas attendre la dernière semaine. Bah justement, toi JB qui connaît parfaitement l'école, est-ce que l'étape du Granon sera plus décisive que celle de l'Alpe d'Huez? Laquelle tu vois la plus dynamique au final, compte tenu des parcours qui sont complètement différents, mine de rien, avec en tout cas sur l'étape 12 le col du Galibier d'entrée? Bah, en fait, si on prend si on cherche l'étape qui sur le papier devrait favoriser le mouvement, ça reste l'étape du Granon parce que tu fais le Galibier par son versant le plus dur avant et que vraiment c'est un col, le Galibier par ce versant là c'est vraiment idéal pour durcir, pour faire exploser et arriver au sommet du Galibier un par un, etc. avant même la descente. Alors comme dit Titouan, effectivement la descente du Galibier par ce sens là effectivement c'est assez roulant et du coup tu peux pas faire de différence, mais si les différences sont faites dans la montée, c'est difficile aussi de récupérer dans la descente pour autant.
et c'est favorable du coup à créer encore plus d'écart dans le granon après, qui laisse pas un seul temps de répit, un seul kilomètre où les gens peuvent espérer récupérer un peu. Mais dans ces conditions-là, où les deux étapes s'enchaînent, et où du coup la fatigue de celle du granon va s'accumuler avec celle de l'Alpe d'Huez, celle de l'Alpe d'Huez est quand même, elle est quand même très vache dans son tracé, parce que tu commences par aller chercher le Galibier, donc pas le versant facile cette fois-ci, mais ça reste usant, ça reste très haut en altitude. Et derrière, tu vas chercher la Croix de Fer, qui est par son versant le plus traître possible. Parce qu'on se dit, effectivement, 25 km à 5%, c'est long, mais c'est facile, il n'y a pas de souci, les leaders vont rouler tranquillou, c'est pas dur, etc. Alors que non, au contraire, le pied, c'est 3 km à 10%, une descente, 5 km à 10%, derrière un long faux plat, et on finit par encore 5 km à 8%. Donc, c'est un col extrêmement dur et extrêmement irrégulier par ce versant-là, qui va énormément user les organismes. Et si on doit avoir des énormes défaillances dans cette première semaine, clairement, l'étape de la fin, la première semaine montagneuse, on va dire, ça sera l'étape de l'Alpe d'Huez, parce qu'elle est tracée sans répit, sans vraiment temps de récupération pour les coureurs qui vont monter, monter tout de suite, sans pouvoir vraiment avoir de répit. Et donc l'étape elle est très bien tracée pour cela. Et je ne sais pas si les coureurs vont oser attaquer de loin sur celle-là, parce que ça reste une étape, ça reste la 12e étape, si je me trompe pas, donc c'est tôt dans le Tour de France pour qu'il y ait des grandes attaques de loin. On sait que les leaders, malheureusement, sont assez passifs, globalement, première partie de tour, mais en tout cas, au niveau du tracé, les cols sont bien durs, bien irréguliers, c'est exactement ce qui généralement provoque des défaillances parmi les leaders. Après, le Galibier sera tout aussi dur que la Croix de Fer, honnêtement. Donc, et le Granon, par contre, lui, c'est vraiment un monstre. Je veux dire, quand on voit les écarts qu'il y a eu au plateau de Solaison, le col du Granon, c'est l'équivalent ou encore plus dur, quoi. C'est plus dur parce que c'est beaucoup plus haut en termes d'altitude. C'est quand même 2400 mètres, c'est ce qui est énorme. Oui, et puis t'es monté à 2600, et puis t'es monté à 2600 auparavant au Galibier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi, je pense que les deux étapes sont tout aussi usantes. Hein. La différence, c'est qu'il y aura beaucoup moins de kilomètres de plat sur l'étape suivante et qu'on aura déjà fait l'étape de la veille. C'est ça. Donc on aura accumulé plus de fatigue et elle est plus dynamique dans son tracé, puisque ça peut être... on peut qu'un perdant tente son va-tout d'entrée, et ça peut vraiment être un boxon dès le Galibier. Donc... Mais la première est un final parfait. L'enchaînement Galibier-Granon, c'est juste parfait en termes d'enchaînement. D'ailleurs, en parlant d'écoles, vous pouvez les retrouver sur notre site dans la rubrique découverte d'écoles hors catégorie. On sortira également, on vous ressortira sur Twitter et sur Facebook les profils d'écoles et quelques informations dessus. C'est toujours intéressant. On peut avancer. Moi, j'ai envie de faire le point sur une arrivée à Mende, puisque l'arrivée à Mende, il y a une côte très très pentue juste avant, de 3 km à 10,5%. Titouan, toi qui aimes bien le côté puncher des coureurs et qui est toujours très attentif à ce genre de petites côtes, est-ce que c'est pas aussi sur ce genre de course et d'arrivée, puisque c'est situé à 2 km de l'arrivée, qu'il peut y avoir presque autant d'écart que sur des grosses arrivées en montagne? Autant d'écart, je sais pas, mais en tout cas des écarts, c'est une certitude. Le problème, c'est que sur ce genre de profil, Pogačar est aussi l'un des meilleurs. Donc voilà, je sais pas, Pogačar sera difficilement battable même sur ce genre d'arrivée. Par contre, oui, des coureurs beaucoup moins à l'aise sur les gros pourcentages pourraient être plus en difficulté. Maintenant, des coureurs comme Enric Mas seront à l'aise, des coureurs comme même Vlasov pourraient très bien être à l'aise, Vingegaard aussi, Daniel Felipe Martinez aussi, qui a remporté le Tour du Pays Basque. Donc globalement, les gros favoris seront plutôt à l'aise sur ce genre de finale, et c'est finalement toujours les mêmes qui risquent de se prendre les mêmes écarts chaque semaine, les Jack Haig ou tout ce genre d'outsiders. Eh bien écoutez, on verra. En tout cas, ça m'est cher puisque ça sera à quelques kilomètres de chez moi. On va passer au Pyrénées. Demander aux coureurs de te faire coucou. À l'arrivée, on demandera un signe au vainqueur. Oui, exactement. Non, c'est moi qui leur ferai un signe. Ils attendent avec impatience mon signe, je pense. Et non pas l'inverse, disons. Alors, on va se rapprocher aussi de chez moi et des cols que j'affectionne tout particulièrement, c'est-à-dire les Pyrénées.
connaît très bien JB aussi sur le bout des doigts, puisqu'il a l'habitude de dessiner des profils de col. Il va y avoir 3 étapes pyrénéennes avec le fameux mur de Péguerre que je vous invite aussi à aller voir sur notre site, qu'on va bientôt sortir, qui est terrible. Laquelle des étapes, donc que ce soit l'arrivée à Foix, Peyragudes ou Hautacam, te permet de penser qu'il va y avoir explosion, en tout cas de la part des outsiders, puisque Pogacar aura le maillot jaune à ce moment-là, bien évidemment. Quel est le profil de course, même si elles se ressemblent, qui te paraît le plus idéal justement pour faire tout dégoupiller? L'arrivée avec l'étape d'Hautacam, avec l'arrivée à Hautacam. Je pense que le col d'Aubisque va permettre de bien fatiguer. On est quand même sur un col hors catégorie. Ensuite, on va enchaîner avec Spendel, qui est quand même très difficile, qui est à la limite. Très dur. Ce qui est à la limite du hors-catégorie, Quentin, on est en train d'essayer de le classifier, nous, et il est à la frontière du hors-catégorie pour sa difficulté. Voilà, 8%. Ce sont les kilomètres. Ce sont les kilomètres qui le pénalisent, mais il est vraiment très dur. Très difficile. Et ensuite, la descente, sans plat par la suite, peut permettre des offensives dans le corps de Spendel pour ensuite avoir des attaques anticipées avant Hautacam, qui évidemment, Hautacam est un col hors-catégorie, lui aussi très difficile. Donc, on a 3 cols terribles. Moi, j'en viens à regretter ce départ de Lourdes. Voilà, on aurait bien aimé partir de la Reims directement, ça aurait été sympa. Parce que là, ça aurait fait une étape courte et hyper dynamique. C'est dommage qu'on ait plus d'étapes de 80, de 100, 110 km comme il y avait eu certaines années. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'étape. Donc voilà, dommage. Maintenant, c'est une belle étape quand même. Et moi, je m'attends à des gros écarts et à des favoris qui prennent des risques pour renverser ce Tour de France. Puisque, on le rappelle, il y aura quand même une étape de repos, entre guillemets, avant le contre-la-montre final. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. J'ai la même vision sur cette étape-là. Je pense vraiment que c'est l'étape qui peut tout renverser déjà par son profil. Que donc, comme il disait, il n'y a pas un seul mètre de plat entre l'enchaînement Aubisque, Spendel, Hautacam. Il n'y a rien, pas de plat, ça monte, ça descend tout le temps. Donc c'est idéal pour voir des grandes attaques. Ensuite, c'est la dernière étape de montagne, donc forcément les grimpeurs seront un peu plus libérés. C'est leur dernière chance, donc il faudra jouer le va-tout. Et surtout, le col de Spendel, c'est à la fois un col très difficile par son pourcentage, par ses descentes qui est relativement technique dans sa première partie, sur une route assez étroite, mais surtout sa montée est très étroite aussi, ce qui fait qu'il faudra être placé. Parce que, supposons qu'on ait un peloton de 50 au pied du col de Spendel, celui qui est 25e est déjà à 45 secondes du premier. Donc ça sera très compliqué si t'es mal placé, si t'es pas réussi dans la descente, par exemple pour les moins bons descendeurs. Alors je sais pas qui est vraiment un mauvais descendeur parmi les favoris, mais quelqu'un qui aurait reculé un peu dans la descente et qui serait mal placé au pied du col de Spendel pourrait le payer très très cher parce qu'il aurait beaucoup de mal à remonter derrière. Et je pense vraiment que les favoris attendront pas Hautacam pour se faire la bagarre ce jour-là et que ça partira des Spendel. C'est pour ça que, en fait, il y aura une bagarre dans l'Aubisque pour faire un peu une sélection et permettre à ce qu'on arrive au pied de Spendel pas trop nombreux. Il y aura une guerre de placement sur la bas de la descente d'Aubisque, du Choulor pour être exact, pour arriver au pied de Spendel plutôt bien placé et pas avoir à bagarrer pour remonter sur les routes étroites du Spendel. Et ensuite, il y aura une bagarre sur Hautacam pour la victoire d'étape, mais je pense vraiment que là, pour le coup, tout le monde va arriver ce jour-là, un par un. Ça sera vraiment... franchement, je m'attends à une boucherie, même s'il y a 60 km de plat avant. Je serais pas étonné de toute façon que ça soit comme on a vu par l'an dernier, avec 60 km de plat qui vont être avalés en 1 heure, parce que l'échappée réussira jamais à partir, que ça va se bagarrer tout le temps et que les coureurs vont arriver dans Bisque morts parce qu'ils auront fait 1 heure sur le plat à fond. Et c'est vrai qu'on peut regretter sur le papier que l'étape part pas de la Reims, effectivement l'enchaînement serait parfait comme dit Titouan, mais bon après personnellement je suis pas pour une étape qui ferait 78 km, ça fait un peu court quand même. Alors il y a la type qui nous dit que la descente est extrêmement technique, je sais pas si tu l'as fait toi Quentin. Si, oui, Spendel, c'est très technique, c'est très sinueux, revêtement étroit, revêtement pas forcément idéal, donc c'est sûr que le col d'Aubisque à côté, c'est presque une autoroute, mais il sera quand même usant. Donc le col de Spendel, ça va, comme tu dis, ça va bien user encore plus les organismes. Après, Hautacam, pour moi, ça fait partie des cols les plus durs que j'ai fait.
dans le sens où en fait il est tellement irrégulier que effectivement il peut y avoir des dégâts, il y a des passages à 15-16%, il y a des kilomètres à 11 ou 12, et puis c'est sans arrêt, ça change de rythme, et il est bien plus dur que ce qu'il n'apparaît sur le profil moyen. En tout cas, voilà, il s'est toujours passé des choses à Otakam de toute façon. Donc je pense qu'il y aura encore de nouvelles choses. Comme à Peyragudes, je rappelle juste que l'étape Saint-Gaudens-Peyragudes, on l'a fait en reconnaissance et elle est disponible sur le magazine qui est sorti cette semaine, qui parle du Tour de France. On n'en a pas reparlé. Donc voilà, l'abonnement est possible pour avoir plusieurs numéros. Mais vous pouvez aussi acheter le magazine directement à 3 €. C'est le prix d'une canette, comme dirait notre ami Bat. Et il y a beaucoup d'enquêtes et d'articles très intéressants et très poussés. Dernière étape sur laquelle on va s'attarder en quelques instants, donc le contre-la-montre final à Rocamadour, avant la fameuse étape qui ne sert à rien à Paris. Bien plus dur qu'il n'y paraît, ce contre-la-montre. En tout cas, moi je connais bien le coin, et surtout l'arrivée à Rocamadour, c'est un sacré bordel. Est-ce que les spécialistes du chrono ont une chance là, ou est-ce que on va se jouer la victoire finale, JB? Un peu les deux, j'ai envie de dire, dans le sens où sauf erreur, les spécialistes du chrono qui vont jouer l'étape seront les mecs du général comme Pogačar et Roglič, mais ce sont quand même des spécialistes du chrono. On verra pas Enric Mas gagner l'étape non plus, quoi. Ça reste un chrono favorable aux bons rouleurs. Voilà. En revanche, les vrais rouleurs qui auront beaucoup travaillé les jours d'avant, qui seront pas forcément des très très frais, auront plus de mal. C'est pas un chrono facile du tout. C'est très irrégulier. Ça monte à descend tout le long, avant même les deux bosses finales qui vont faire très très mal, certes. Mais c'est très usant vraiment comme chrono. Il fait 40 bornes et les coureurs vont avoir l'impression qu'il en fait 60. C'est extrêmement usant, et c'est typiquement un chrono qui sourira à Pogačar ou Roglič, par exemple, s'ils sont toujours là. On souhaite qu'il leur arrive rien, mais j'aurais plus de mal à voir Ganna gagner ce chrono, par exemple. Je pense qu'il risque quand même de payer son poids dans les montées finales. On l'avait vu au JO qu'il n'était pas forcément le plus à l'aise quand il y a des chronos très très vallonnés, donc il est plus facile que celui des JO, faut pas exagérer, mais c'est un chrono qui va être très usant, surtout en fin de tour. Donc je serais pas surpris qu'on ait un peu des surprises en termes de coureurs à l'avant sur ce chrono. Je pense qu'on aura vraiment surtout les leaders et ceux qui sont des rouleurs qui passent vraiment bien les bosses. On a Hart, comme Cataneo, pourquoi pas éventuellement, ce genre de coureurs, mais les purs rouleurs spécialistes du plat, je pense qu'ils auront beaucoup plus de mal. Eh bien, écoutez, merci. Titouan, si tu veux peut-être rajouter quelque chose sur le parcours, ou on peut passer à autre chose, puisque JB a terminé. Je pense que sur le contre-la-montre finale, un mec comme Ganna sera quand même le grand favori, tout comme Wout van Aert. Voilà, pour moi, Wout van Aert est le grand favori, et Ganna, Roglič, Pogačar, mais les rouleurs seront là quand même, parce que la plupart pourront se sauvegarder leur énergie. Ganna fait partie d'Ineos. Mais par exemple, les Biffeger, alors même si Biffeger n'a jamais confirmé sur des chronos longs, il sera sûrement plus frais que d'autres, parce que chez IF, il n'y aura pas à gérer la course. Voilà, il y aura pas mal de rouleurs comme ça qui auront peut-être économisé de l'énergie pour tenter de faire un gros chrono, un peu à la manière de comment il s'appelle sur le Tour d'Italie pardon Sobrero. De Sobrero, exactement. Voilà. Oui. Un peu à la manière de Sobrero, qui a rien fait pendant 3 semaines et qui du coup a tout mis un peu dans le dernier contre-la-montre, malgré le fait qu'il était vallonné. Et je pense pas que Sobrero passe bien la montagne quand même. Attention. Je pense pas que Sobrero grimpe mieux que Ganna. Ganna est amplement capable de bien grimper, Wout van Aert aussi, donc ces mecs-là sont des machines. Van Aert est le favori, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Ces mecs-là sont des machines. Pour lui. C'est sûr. Attention au coup du Sobrero, hein, bien évidemment. Bip bip. Donc ensuite, je vous propose de passer sur les favoris du Tour de France. Alors bon, il y a un grandissime favori, Pogačar. Je pense que c'est pas la peine de s'attarder dessus. Il est stratosphérique, il gagne tout. Oui. On n'a même pas l'impression qu'il ait une seule faille. Moi, ce que je propose, c'est peut-être de parler des possibles outsiders ou peut-être vainqueurs si Pogačar est hors course
mais plutôt sur des faits de course. On va continuer avec Titouan. Titouan, Pogačar est archi favori, très bien. Mais dans quelle mesure il peut perdre le Tour de France en fait? On a l'impression qu'il est gagné d'avance. Qui peut le faire vaciller? Alors, je dirais plusieurs choses. Déjà, la première semaine est tellement incertaine qu'on n'est pas à l'abri d'une chute. C'est pas parce que Pogačar est à l'aise sur les pavés qu'il peut pas crever. C'est pas parce qu'il est... Alors, crever, avoir une crevaison. C'est pas parce qu'il est, il est à l'aise sur les pavés qu'il ne peut pas chuter. Il y a plein de spécialités mais pavés. Il tombe pas. Il y a plein Il de ne tombe pas. Comment? Il ne tombe jamais. Il ne tombe jamais jusqu'au jour où il peut tomber. Armstrong tombait jamais et il a fini par tomber. Oui, mais il a gagné. Il a gagné derrière. On ne sait jamais. Tout ça peut arriver. Et voilà, donc la première semaine est dangereuse. Il peut aussi se faire avoir par une bordure parce que c'est possible. Il s'est déjà fait avoir par le passé. Alors il a pris de l'expérience, mais il n'empêche qu'on ne sait jamais. Donc voilà, déjà, toutes ces circonstances de course peuvent faire qu'il peut perdre le Tour de France. Et ensuite, je dirais que le collectif Jumbo-Visma est quand même armé pour le mettre en difficulté. Ce que j'espère surtout, c'est ne pas voir Vingegaard rouler pour Roglic ou Roglic rouler pour Vingegaard, mais plutôt Roglic attaquer pour que Vingegaard contre et que Pogačar travaille et inversement. Voir des mouvements de course de la Jumbo-Visma de loin pour essayer de le déstabiliser, avoir d'autres coureurs qui peuvent tenter. Je vois un Henrik Max qui a déjà eu un top 5 sur le Tour de France. S'il est en grande forme, on peut le voir attaquer, prendre plus de risques. Globalement, de toute façon, il y a 4-5 coureurs qui sortent du lot. Donc, à mon avis, s'ils sont tous là encore à la fin du Tour de France, ils auront de quoi prendre des risques parce qu'ils auront probablement déjà de la marge. Donc, pourront tenter des choses. Donc, voilà, tous ces mecs-là, je veux les voir tenter. Et puis, dans les descentes, Pogačar n'est pas le plus grand descendeur. Alors, Roglic non plus. Mais voilà, certains coureurs sont plus à l'aise et pourraient tenter de le mettre en difficulté sur certaines étapes assez bien taillées, comme l'étape d'Otakam. Donc voilà, Pogačar évidemment est l'immense favori, mais rien n'est joué à l'avance. Et moi je trouve que Roglic est un excellent puncher. Il y a énormément d'arrivées. Enfin, moi je trouve, tout le monde sait que Roglic est un excellent puncher. Il y a énormément d'arrivées pour puncher. L'arrivée à Lausanne ou toutes ces étapes-là peuvent très bien lui convenir. Donc Roglic peut aussi avoir des petites bonifs d'avance, surtout qu'il est un petit peu meilleur que Pogačar au chrono. Donc voilà, toutes ces sommes de secondes au fur et à mesure peuvent faire qu'il peut être dans le coup. JB, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur un des favoris, enfin en tout cas moi que je vois comme grandissime favori juste après Pogačar. D'ailleurs il faudra qu'on actualise la page favori du Tour de France puisqu'on ne l'a pas mis. Jonas Vingegaard, est-ce que tu le vois pas peut-être en second devant Roglic? Est-ce que c'est pas lui le meilleur après le Slovène? Pour moi si en fait. Pour moi il y a Pogačar qui est clairement au-dessus des autres et sauf fait de course je vois pas comment il peut perdre. Parce que Titouan parlait du collectif Jumbo, mais le collectif UAE n'a strictement rien de lui envier. Franchement, en montagne, pour moi, ils ont peut-être même la meilleure équipe. Donc, qui tu vois comme lieutenant au niveau de Vingegaard ou Roglic chez UAE? Ah, mais parce que je mets Roglic et Vingegaard au même niveau en fait. Pour moi, il y en a pas un qui va travailler pour l'autre. C'est pas un, c'est deux coureurs. Oui, mais c'est deux leaders face à Pogačar, si tu veux. Donc, voilà, le collectif, donc, pour moi, il y a c'est qu'un leader. C'est ce qu'il y a autour d'eux. Non, pour moi, c'est ce qu'il y a autour d'eux. Quand je parle du collectif Jumbo, donc Jumbo-Visma aurait 5 mecs de même niveau qui peuvent jouer le Tour de France, tu dirais qu'il n'y a personne et que le collectif des l'autre est meilleur? Non. C'est un peu le cas d'Ineos, si tu veux. Ineos, ils ont trois cartes qui vont être un peu les leaders, si tu veux. Je considère pas vraiment que c'est ce leader parce qu'aucun des trois va sacrifier, donc c'est un peu. Chez Ineos, il n'y aura aucun problème pour le sacrifice. Moi, je suis certain que s'il faut se sacrifier, il n'y aura aucun souci. Chez Ineos, comme le rappelait Quentin dans une vidéo, ça a toujours été très strict, très simple. S'il faut se sacrifier, ils le feront. Ineos, ils savent se sacrifier, surtout qu'à mon avis, la sélection va se faire très vite à la pédale. Mais Jumbo, voilà, à moins qu'il y en ait un qui ait beaucoup de retard, ils vont pas se sacrifier. Donc, j'espère en tout cas. Non, mais c'est pas le but. Et donc ça va se jouer à la pédale. Mais encore une fois, même dans ces conditions-là, oui, il y en aura donc un qui sera meilleur que chez UAE, un meilleur lieutenant que chez UAE, mais après UAE a des meilleurs équipiers tout le long. Je veux dire que ça fait 2 ans qu'il n'est pas au niveau auquel on l'attend. Crosswijk, il a fait un bon Dauphiné, ok, mais enfin bon, il est au niveau de McNulty et de Majka, quoi. Voilà, c'était pas. Je t'invite à voir le Dauphiné de McNulty, vu toutes les merdes qui lui arrivaient. Tu rajoutais ça Soler et Bennett qui sont parmi les meilleurs équipiers en montagne qu'on puisse faire quand ils le décident. Franchement, je suis pas très inquiet pour Pogačar en montagne. À la limite, en plaine éventuellement, parce qu'il y a que Bjerg, Trentin et Langen.
même si c'est quand même déjà pas mal. Non, franchement, je m'inquiète pas sur les effectifs. Mais pour revenir à Vingegaard, parce que ça reste la question de Quentin au départ, pour moi, si c'est vraiment c'est l'un des 3 adversaires majeurs de Pogačar. Je mets pas Roglic dedans, parce que pour moi, Roglic est un peu à part, dans le sens où il a eu trop de soucis ces dernières années et ça lui arrive trop souvent en fait d'avoir quelque chose. Si tout va bien, ce sera l'adversaire majeur, mais il lui arrive trop souvent des problèmes pour que j'en fasse son adversaire majeur en fait. Vingegaard offre beaucoup plus de garanties à l'heure actuelle. Déjà en montagne, je pense qu'il est plus fort que Roglic. En tout cas sur le Dauphiné, ça semblait assez évident. Ah oui, largement. Pour En moi, largement. chrono, si toi on te dit que Roglic est meilleur que Pogačar, j'en suis pas convaincu du tout. Je demande à voir. Champion olympique, Roglic, large. Et oui. Oui, non, mais ce jour-là, il était largement au-dessus des autres. Il était aussi beaucoup plus frais. Et puis l'année Donc, dernière, je me il y a rappelle qu'il Fischer fait qui a un joué chrono. à Rio. Je crois qu'il fait Ah, 6ème l'année dernière en étant blessé avant d'abandonner juste après, quoi. Et il fait quand même 6 ou 7 du chrono, un truc dans le genre. C'était épatant. On disait qu'il avait fait un chrono décevant, mais en fait, c'était juste incroyable par rapport à toutes les chutes qu'il avait eues. Donc, Roglic, il Non, a mais gagné un nombre de pas. contre-la-montre incroyable aussi, Bien plus sûr. qu'Alberto Contador. Voilà, on reste trop souvent sur la performance lunaire de Pogačar à la planche des belles Parce que le filles. niveau parce que le niveau de Pogačar moyen en chrono n'est pas égal à celui de Roglic. Roglic est moyennement toujours supérieur à Pogačar. Il a un niveau moyen supérieur. Mais Pogačar a un niveau maximum qui est supérieur à celui de Roglic, en fait. Et quand Pogačar est à 100% sur un chrono, il domine Roglic. Donc c'est pour ça que je suis pas J'ai convaincu eu sur le fait beaucoup qu'il soit d'exemples meilleur. de celui-là, à part le planche des belles filles. Qui En fait, est un chrono en côte en plus, donc c'est pas forcément après. Ouais, mais enfin bon, vu ce qu'il avait mis sur le plat déjà avant, la marge était déjà faite. Oui, mais la marge, il y avait elle s'est deux- faite sur il y a- la il y a deux fraîcheur. coups Elle sur s'est le pas plat, faite déjà. sur les qualités de rouleur. Elle s'est faite sur la fraîcheur. Bah oui, mais c'est encore c'est encore là-dessus que va se jouer le chrono du Tour de France. Hein. Oui, d'accord, le Euh, dernier, mais déjà il y a le premier, il y a 13 bornes avant, Oui. voilà, et puis Pas très inquiet. Mais bon, Enfin bon, pour revenir vraiment qui roule bien, à la dualité, Vingegaard il semble quand même vraiment supérieur en montagne à Roglic, qui a jamais été non plus le meilleur grimpeur des épreuves dans lesquelles il a, même quand il gagne la Vuelta, hein, ça n'a pas toujours été le meilleur grimpeur de l'épreuve. Ça a souvent été le plus malin, le plus constant, le plus équilibré aussi, parce qu'il le gagne parfois en chrono, mais ça n'a pas toujours été forcément le meilleur grimpeur. Et pour battre Pogačar, il faudra quand même être le meilleur grimpeur. Parce que, encore une fois, comme on le dit, et on ne sait pas si Pogačar a vraiment une faille. Ok, il peut lui arriver des soucis, ça, il est jamais à l'abri. Mais sur le papier, il est meilleur que les autres sur le pavé. Sur les bordures, depuis 2 ans, non seulement je sais pas voir, mais c'est lui qui les provoque. En chrono, bon bah voilà. En punch, il a rien à envier à personne, à tous les autres favoris. C'est peut-être le plus rapide au sprint. Donc, pour le battre, il n'y a pas 25 millions de façons, il va falloir être aussi bon en montagne quand même, pour espérer. Et à ce niveau-là, Vingegaard est sans doute celui qui apporte le plus de garanties de tous les adversaires. Et c'est vrai que la question du leadership chez Jumbo, entre Roglic et Vingegaard, va vraiment être au cœur des débats de la première semaine en tout cas, parce que je pense que ça va se décider à la pédale, et aux chutes, etc. Et ça va être un peu la clé du tour, parce que si les deux sont encore à égalité au début des Alpes, j'ai peur que la Jumbo ne sache pas trop quoi faire et joue un peu les 2 cartes et que ça risque de faire une Movistar 2015. Donc j'espère presque pour l'intérêt du Tour de France qu'il y en a un des deux et plus Roglic, parce que je pense que Vingegaard est plus apte à lutter avec Pogačar, que Roglic est un petit problème en première semaine et que du coup la Jumbo se mette derrière Vingegaard. Parce que 2 leaders, je pense que je suis pas convaincu que ça puisse marcher. Eh bien, écoutez, on verra. En tout cas, il y a une équipe qui ne manque pas de leader, c'est la Ineos, avec Martinez, Yates et Thomas. Quentin, Alors, je on voudrais parlera rebondir sur quelque chose juste avant, si ça te dérange pas. Oui, mais rapide alors. Très rapide, je voudrais juste dire que voilà, comme on le voit là à l'écran, le nombre de jours de course de Pogačar, Roglic et Vingegaard est de 26 jours de course exactement. Voilà, on a un article sur notre site sur la préparation du Tour de France où on disait que ça devenait de plus en plus précis, qu'il y avait des calendriers vraiment exacts pour bien performer. Voilà, le fait qu'ils aient 26 jours de course chacun n'a rien d'anodin. Voilà, entre 26 jours de course et 31 jours de course, c'est le nombre de jours idéal pour être prêt pour le Tour de France. Et on voit que les 3 ont suivi cette logique puisqu'ils sont vraiment
au jour près, au même nombre de jours de course. Donc voilà, c'est un indicateur intéressant. N'hésitez pas à aller lire cet article donc, qui est accessible sur notre site. Ouais, tu as bien fait de le préciser. Donc justement, on va revenir sur Ineos avant de passer aux Français. Donc Ineos, il se présente avec 3 leaders, comme je disais, donc Martinez, Yates et Thomas. D'ailleurs, Thomas qui aura apparemment le leadership, même si moi j'y crois pas trop. On peut s'attendre à quoi avec Ineos? Alors des fois on s'attend à des choses, il se passe l'opposé. Est-ce que le vrai leader, Titouan, c'est pas le meilleur, c'est pas Martinez en fait à la pédale? J'ai du mal à savoir. En fait, Yates, c'est très irrégulier. En fait, Martinez a été énorme sur la fin du Tour d'Italie de l'année dernière. Puis depuis, il cartonne, voilà, il enchaîne, il a été énorme sur Paris-Nice, il a été très bon sur le Tour du Pays Basque, mais tout ça finalement c'était pas de la haute montagne. En Suisse, il a été assez décevant. Donc voilà, je pense que c'est celui qui a le plus de potentiel pour faire une belle place sur le Tour de France. C'est celui qui a aussi le plus potentiel pour embêter le plus les meilleurs, donc Pogačar, Roglič, Vingegaard, s'il est à 100%. Mais j'ai quand même cette petite interrogation sur est-ce que actuellement il en est capable. Geraint Thomas, lui, c'est peut-être la valeur sûre parce qu'il a l'air en forme, mais je suis pas sûr que même à 100% ou 110%, quand il puisse obtenir un podium. Ça me paraît trop compliqué. Et Adam Yates, lui, on sait qu'il a du feu dans les jambes, mais que ça peut marcher sur des courses de côte, donc il peut être très fort sur la planche des belles filles, mais perdre 3 minutes dans l'étape du Galibier. Donc voilà, Adam Yates, c'est pas fiable. Martinez, c'est gros potentiel, mais point d'interrogation. Et Geraint Thomas, c'est fiable, mais c'est pas assez fort. Donc finalement, beaucoup de mystères, peu de garanties, et c'est la course qui décidera du leader. C'est l'étape des pavés et des bordures qui décidera du leader, tout simplement. Mais globalement, ce que tu dis sur les 3 leaders d'Ineos, et je trouve que c'est un peu le thème de ce Tour de France, c'est qu'en fait, il y a très peu de leaders qui apportent vraiment, à part Pogačar, Roglič, Vingegaard et Mas éventuellement. Mais je trouve qu'il y a... Non, justement, je trouve qu'il y a très peu de leaders qui apportent des garanties totales sur leur capacité à jouer le podium. C'est-à-dire qu'on peut parler de Vlasov. Son seul grand tour où il a joué le général, il était très en retrait en montagne par rapport aux autres. Et sur un tour aussi montagneux, face à une concurrence encore plus forte, ça demande à voir. Encore une fois, cette année, il a été bon, très bon. Il a gagné des courses, mais on n'a pas eu gagner en haute montagne. Donc, qu'est-ce que ça sera sur le Tour de France? Faut voir. O'Connor, il a fait un grand tour l'an dernier. Il a confirmé un peu sur le Dauphiné, là où il était très fort. Mais voilà, l'an dernier, il était un peu pas attendu. Cette année, il sera attendu. Est-ce qu'il est capable de jouer avec cette pression-là? On ne sait pas trop. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres leaders, en fait, où on ne sait pas trop ce qu'ils sont capables de faire. Beaucoup Bardet, sont dans la phase de confirmation. Oui, ou dans une forme un peu inégale, comme par exemple Lutsenko, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Il était blessé beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'il est capable de faire comme l'an dernier? On ne sait pas. Non. Tu peux rajouter Gaudu. On sait pas ce qu'il vaut. Tu peux rajouter Gaudu aussi. Gaudu, on ne sait pas s'il est capable de faire top 5. Potentiellement, il pourrait, mais vu ce qu'il a montré sur le Dauphiné, c'est quand même pas forcément très rassurant. Quintana, est-ce qu'il est capable de faire top 5? En montagne, théoriquement, oui, mais en même temps, il a du mal à tenir 3 semaines ces dernières années. Donc, il y a assez peu je trouve, de valeurs sûres parmi les leaders cette année, à part les tout meilleurs. Et c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur que la course se résume très vite à un podium acquis et que derrière, ça se joue le top 5. Peut-être qu'un des valeurs sûres est Romain Bardet. C'est probablement la valeur la plus sûre si sa forme n'était pas la plus inégale, en fait. Et, quelle sera sa forme, c'est un peu la question. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur les Français. Alors, les favoris, on les a un petit peu balayés. Tu peux me dire merci, Quentin, pour cette liaison parfaite. T'as le droit de me remercier. Oui, je te remercie d'ailleurs. Tu me fais une belle passe D, j'ai l'impression. De rien, j'apprécie. J'ai un grand sens du collectif. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, je saisis bien les opportunités. Et donc, les favoris, de toute façon, on pourra en débattre sans cesse. Il y a des O'Connor, des Jack Egg, etc., des Marc Padoun peut-être, on ne sait jamais. Il y en a, en tout cas, chacun a le droit d'avoir son avis. Je suis d'accord avec JB, et je pense qu'on va retenir ça, c'est qu'il y a vraiment 3 favoris qui se démarquent, et tu étais d'accord avec ça, Titouan, et le reste, on ne sait pas trop. Par rapport aux Français, on a Romain Bardet, Thibaut Pinot, qui ont précisé qu'ils ne joueraient pas spécialement le général. Alors, non, alors attention. Bardet a dit qu'il ferait la course au jour le jour. Exactement. J'ai l'impression d'entendre Alejandro Valverde.
pour moi, jouer au jour le jour, ça veut dire tout donner chaque jour, donc tout donner pour s'accrocher aussi chaque jour. Donc, il y a eu beaucoup de raccourcis de fait sur Romain Bardet va jouer les étapes. C'est vrai. Non, franchement, Mais ce n'est pas l'analyse que j'ai. Je pense qu'on s'emballe un petit peu. Enfin, on s'emballe, non. On sait bien anticipe cacher un peu son trop. jeu. Il sait bien cacher son jeu, en plus, Bardet. C'est un habitué. Mais est-ce qu'ils vont pas, justement, essayer de... Est-ce qu'il vaut mieux gagner des étapes, une étape du Tour de France, ou finir dans le top 10 du Tour? Bardet, je pense qu'il envisage plus ça. Il l'a déjà fait, il l'a déjà prouvé, il n'a plus rien à prouver à personne, justement. Est-ce qu'il va pas se concentrer sur les victoires d'étape? Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait, parce que il peut tenter le général au début et puis se rabattre sur les étapes par la suite, selon l'évolution, comme beaucoup le font. Donc, il peut tenter d'être dans le coup, viser un podium. Une victoire d'étape, il en a déjà une, donc bon, il peut réessayer de faire un podium. Et puis, s'il n'y arrive pas ou s'il est trop loin, peut tenter de faire quelque chose. Mais typiquement, si Romain Bardet est en grande forme, l'étape de Spandel plus Otakam avec la descente technique, c'est taillé pour lui. On pourrait se rappeler au bon souvenir d'un certain Dauphiné à une époque. Donc voilà, je pense que Romain Bardet a tout intérêt à, comme il l'a dit, faire le maximum chaque jour, voir où ça l'emmène, et puis ensuite à viser. Ouais, mais JB, est-ce que c'est intéressant pour Bardet de se dire je me bats au jour le jour, mais il y a quand même 3-4 mecs qui sont largement au-dessus de moi. Allez, au pire, t'en as un ou deux qui se pètent la gueule, je finis top 3. Est-ce que vraiment tu crois qu'il est dans cette optique-là, ou plutôt tu penses différemment? Et moi, en fait, je pense l'inverse de ce qu'a dit Sylvain, c'est-à-dire que je pense que Bardet va chercher à viser une étape rapidement, sans spécialement viser général au départ, et viser une étape genre par exemple celle de Calais, par exemple, où il tape un peu, où il peut surprendre un peu sortir tout seul et gagner son étape tranquille sans prendre de temps. De Calais je pense que Calais, ça arrivera pas au sprint, moi. Donc, je reste persuadé qu'un mec qui attaque dans la dernière bosse pour y aller, pour gagner. À 10 bandes de l'arrivée. Alors, si Romain Bardet gagne à Calais, JB, tu me demandes ce que tu veux. Vraiment. Tu prends des risques. Oh là là, tu prends des risques. Un rat comme Quentin, franchement. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand on l'a joué sur la console. Hein. Je te rappelle, il n'y a pas eu un sprint à Calais. Non, mais attends, de là à ce qui est Bardet qui gagne en solitaire, il y a une marche quand même. Ah, il peut gagner dans un groupe de 3. Hein. C'est comme si Quintana il gagne sur les champs, quoi. C'est pareil, Bardet qui gagne à Calais. Ouais, Bardet peut gagner dans un petit groupe. Quintana, non. Bon, alors attends, on va refaire la question. Donc tu évites de dire ce genre de conneries devant l'audimat et tu nous dis quelque chose de sensé. Tu nous dis quelque chose de sensé, s'il te plaît. Non, mais qu'on ne passe pas pour des amateurs. On ne passera pas pour des amateurs et tu verras que ça sera pas si con que ça. Mais vas-y, on prend les paris. Je pense que Bardet va chercher à avoir une étape assez rapidement, à Longwy si vous préférez. Allez, voilà, une étape un peu plus punchy. Voilà, et une étape assez rapide parce que je pense que c'est l'objectif quand même de la DSM de gagner une étape. Et en même temps, il va pas non plus lâcher le général en perdant volontairement du temps comme Pinot pourrait le faire. Il va chercher à gagner une étape, oui, mais en même temps, il y aura toujours le général un peu dans sa tête jusqu'à ce qu'on arrive dans la montagne et qu'il en sache un peu plus sur ses jambes. Et à ce moment-là, il fera le point, je pense, sur est-ce que le général, ça vaut le coup ou pas. Si au Granon, il perd 3 minutes et qu'il est 8ème du général, il va lâcher le général, il s'en foutra totalement et il se fera plaisir. Ce qui veut pas dire qu'il terminera pas dans le top 10 d'ailleurs à Paris. Donc il peut terminer dans le top 10 sans jouer le général. C'est un peu ce que je disais, quoi. En fait, moi je le vois dans le sens inverse, c'est-à-dire que je pense qu'il va jouer la victoire d'étape en priorité et qu'il fera le point sur le général après. Mais je pense qu'il va jouer l'étape en priorité en première semaine. Qui est une première semaine comme lui il les aime. Lui, il aime le vélo, il aime les courses débridées. C'est typiquement les premières semaines que lui il aime bien. Donc je pense qu'il va chercher à s'amuser en première semaine et après il fera le point si le général c'est une bonne idée ou pas en montagne et après la première étape. Mais oui, c'est de toute façon c'est jouer au jour le jour, ça veut tout dire et rien dire. Oui, il s'est bien caché son jeu. D'ailleurs, il avait bien caché sur sa présence au Giro la fois d'avant. Donc, quoi que tu fasses derrière, t'as raison de toute façon quand tu dis ça. On a Gerbigno en live qui nous demande si Bernal se remet. Est-ce qu'on sait si Bernal se remet? En tout cas, il repédale. Donc, il fait des entraînements sérieux. On a vu qu'il faisait des entraînements assez sérieux et qu'il espérait éventuellement recourir d'ici la fin de l'année. Je sais pas s'il pourra recourir d'ici la fin de l'année ou pas, mais c'était ce qui était encore envisagé il y a un mois à peu près.
Donc après, si on le revoit, c'est sur 2-3 courses en fin de saison. Faut pas s'attendre à autre chose. Mais ce serait déjà un miracle. Mais voilà, il faut être patient avec Bernal. Je pense que même l'an prochain, je suis pas certain qu'il soit à 100%. Donc, oui, c'est sûr. Il va falloir être patient. Bardet, donc moi je parlais du maillot à pois tout à l'heure, mais ça me fait basculer sur Pinot. Est-ce que c'est pas dommage, Titouan, que d'entrée Thibaut Pinot dise qu'il ne joue pas le général compte tenu de ses capacités, moi que je considère hors norme et qu'il a pu prouver? Est-ce que c'est pas dommage qu'il se focalise sur le maillot à pois? Parce qu'il serait pas mieux à jouer le général? Là encore, il dit ça parce que voilà, ça lui relâche de la pression, que Pinot a besoin de rouler sans pression, il a besoin de se faire plaisir. Maintenant, qui sait s'il évite toutes les emmerdes durant le début de la première semaine, qu'il réalise plutôt un bon chrono, et qu'il arrive à la planche des Belsi dans le même temps que les autres, il va aller tenter de la chercher son étape. Et s'il voit qu'à la pédale, il arrive à jouer avec les meilleurs, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas continuer comme ça? En fait, rien. Son objectif, ce sera le maillot à pois parce que c'est plus facile de se dire ça. Il se décharge la pression, mais rien ne nous dit que la tournure des événements ne puisse pas le faire changer d'avis selon la forme qu'il a. Maintenant, oui, vaut mieux se préparer dans la tête à se dire que Pinot risque de perdre du temps en début de première semaine et que donc il aura beaucoup plus de temps pour aller dans les échappées et tenter par exemple une victoire à l'Alpe d'Huez. Mais il faut garder en tête qu'il y a la possibilité que Pinot puisse s'en sortir et donc tente de jouer sa carte à fond. Je pense que c'est aussi un peu la politique, ce qu'il dit Pinot, c'est-à-dire que les leaders officiellement c'est censé être Gaudu. Mais Gaudu n'est pas non plus la valeur sûre absolue, tout le monde le sait. Et il a un moins gros potentiel que Thibaut Pinot. Largement. Domaine en montagne, c'est certain. Disons que tu t'aurais dit cette phrase-là avant son passage chez les pros, j'aurais pas forcément été convaincu, mais vu ce qu'il monte chez les pros pour l'instant, c'est assez évident actuellement en tout cas. Et c'est vrai que, est-ce que Gaudu est capable de jouer le top 5? Peut-être, si vraiment il explose sur ce Tour de France. Et c'est ce qu'espère la Groupama, même si eux ils annoncent même carrément qu'ils visent le podium du Tour de France. Donc, ça c'est vraiment. C'est digne de. Mais bon. Ouais, ça c'est beaucoup trop d'ambition d'un coup. Et voilà, donc ils vont entre guillemets jouer la carte Gaudu, mais si Gaudu explose au granon et que Pinot lui est plus ou moins dans le coup, ils inverseront. Mais ce qui fait chier, ce qui fait chier, c'est que si Pinot se dit de jouer les étapes et tout, il va pas faire tous les efforts. Ouais, mais ça, j'en suis pas sûr. Et si t'as Gaudu qui pète derrière. Avec Gaudu, justement, t'auras un leader à protéger, et c'est un peu. Et Pinot, c'est quand même un des deux meilleurs grimpeurs de l'équipe, donc il va devoir un peu travailler. Donc je suis pas sûr qu'il se relâche vraiment comme il pouvait le faire, par exemple, sur l'American Tour, où il travaille pour Gaudu avant de se relâcher totalement. Pas certain qu'il le fasse, sur le Tour de France. Après, encore une fois, s'il perd 10 minutes sur les pavés, de toute façon, l'histoire sera réglée. Donc, la course va quand même dicter beaucoup de choses dans cette première semaine parce qu'elle est piégeuse, qu'il y a beaucoup de risques de perdre du temps et c'est valable pour absolument tout le monde. Donc, les perdants de la deuxième étape seront peut-être les gagnants de la quatrième. Les plans de départ ne seront probablement pas respectés dans la quasi-totalité des équipes. Voilà, c'est ça. Oui. Donc ça reste quand même un des grands favoris au maillot à pois compte tenu de ce qu'il a dit de ses capacités en montagne. Est-ce qu'on a d'autres Français qui peuvent briller, Titouan? Quel Français autre tu pourrais mettre en avant? Peut-être pour changer de Guillaume Martin qui est la valeur un peu 15e place quasiment assurée. Quel autre Français tu vois faire un coup d'éclat? Warren Barguil qui a déclaré récemment viser une étape. Je pense que typiquement l'étape de Mende a une chance d'aller au bout. L'étape de Megève aussi, c'est des étapes où Warren Barguil pourrait être devant. Il est en bonne forme, on sait qu'en tout cas il a les moyens de faire quelque chose. Il est rapide au sprint, donc il est capable de régler un petit groupe, surtout si c'est en boss. Donc Warren Barguil, je le vois intéressant à suivre. Après, il y a globalement peu d'espoir de victoire d'étape pour les Français, à moins de grosses surprises, parce que des échappées avec des coureurs un peu plus faibles, comme à une certaine époque dans les années 2010, me paraît peu probable. Aujourd'hui, il y a tellement de leaders qui se désintéressent du général que voir des Fedrigo ou des coureurs de ce profil-là gagner est de plus en plus rare. Donc il faudra être fort. Donc à Pinot, Bardet, Barguil.
Voilà, c'est un peu ceux que je vois potentiellement gagner une étape, mais sinon c'est compliqué, quoi. J'en vois 3 autres quand même qui sont des bons candidats à gagner une étape, surtout vu leurs équipes respectives. Le premier, c'est Sénéchal, sur l'étape des pavés, évidemment, parce que il y a personne à protéger pour le général. Donc ils auront leur carte, les Lampard, Asgreen, C'est vrai que Sénéchal. j'ai oublié que Ils vont jouer Sénéchal l'étape. était sur le Tour de France. C'est ça. Ils auront vraiment leur carte, et ce qui est assez rare, parce que, par exemple, un Van Aert, je pense il risque de devoir rester un peu vers ses leaders. Je suis pas sûr qu'il ait les coups des franches. Et du coup, il n'y a pas non plus 25 000 spécialistes des pavés à part Van Der Poel, qui auront toutes les possibilités. Donc, je pense que Sénéchal, c'est une bonne carte. Avec le milieu de Tour de France, ça serait quand même assez classe. L'autre carte que j'oublierai pas, sur les profils un peu plus, dans les profils échappés qui vont au bout, etc. Il y a Turgis quand même, qui passe plutôt bien, un peu bien tous les profils, et qui est quand même une vraie pointe de vitesse. Donc pour moi, c'est la meilleure carte en cas d'échappé qui va au bout, parce qu'il est capable de gagner dans, on va dire, un peu tous les scénarios de course. Et enfin, quand même, sur le Tour de France, c'est difficile de pas attendre un peu Coquard, quoi. Ça fait quand même des années qu'on attend qu'il gagne en World Tour, etc. Et je me dis qu'il y a bien à force de tourner autour, il va quand même bien finir par en claquer une. En tout cas, je l'espère pour lui. Il n'y a pas non plus 25 millions d'étapes pour sprinter, mais il a l'avantage de ne pas être qu'un sprinter et de bien passer les bosses. Et on parlait par exemple tout à l'heure de l'étape de Calais. Voilà, lui, s'il y a un peloton qui arrive à l'étape de Calais, c'est sûr qu'il sera dans le bon groupe. Il n'y aura peut-être pas Groenewegen, il n'y aura peut-être pas Jacobsen sur ce genre d'étape, mais il y aura Coquard. Toujours Van Aert. Enfin, il y aura Bardet sur l'étape de Calais, du coup. Il y aura Ouais, Bardet. Bardet va gagner en solitaire cette Et étape. il y aura peut-être même Franck Bonamour. Ah ouais, putain, n'en parlons pas. Mais Franck Bonamour, non mais les gens, on essaye d'être sérieux là, de passer. On est censé être vélo futé là, pas vélo glandu. On parle vélo. Non, on l'adore, Franck Bonamour, c'est juste que. Voilà. Non, mais il y aura toujours. Le problème, c'est que sur plein d'arrivées, même en boss où il peut être à l'aise, il y aura toujours plus fort que lui, quoi. Brian Coquard, j'ai peur qu'il est toujours plus fort que lui. On regarde sur Paris-Nice, il a tapé, il a devancé Van Aert cette année. Hein. Donc voilà. Ouais, mais là, il n'y a pas Coquard, que Van Aert, quoi. Il y a Van Der Poel, il y a. C'est le ouais, je suis pas certain que Van Der Poel soit plus rapide que Coquard, tu vois. Autant Van Aert intrinsèquement est plus rapide que Coquard, autant Van Der Poel, je suis pas convaincu. Sur du plat, je sais pas, mais en petite bosse ou légère bosse ou léger faux plat, il y a aucun débat. Si tu me dis entre Coquard et Van Der Poel à Lausanne, évidemment, oui. Non, mais le problème de Coquard, c'est que sur le plat, il y a beaucoup plus rapide que lui. Et en boss, il y a beaucoup plus rapide que lui, donc en fait... il sera placé, mais jamais gagnant, quoi, voilà. Ouais, il peut gagner. Et en même temps, si c'était toujours les meilleurs qui gagneraient, on saurait déjà qui c'est qui gagne les 3 étapes de sprint. Hein. Tu as raison. Mais voilà, on y croit. Moi, je l'aime beaucoup, en plus, Coquard. Coquard, je me dis que voilà, il y a bien un moment donné où ça va tourner, d'autant que là, je trouve qu'il a deux bons mecs pour le placer, pour le lancer. On va voir comment ça va s'organiser, hein, s'ils réussissent à bien s'organiser. Mais je trouve que Thomas et Walscheid pour lancer Coquard, c'est plutôt pas mal. En tout cas, pour le placer. Non, mais t'as raison, faut pas être médisant. Faut pas être médisant. Il a une belle équipe, très belle équipe Cofidis. Il y a des bons coureurs pour l'emmener. Maintenant, voilà, si Coquard arrive à faire des top 5 sur les étapes de plaine, moi je serais déjà très satisfait parce que vu le plateau qu'il y a quand même. Tout à fait. Ouais, mais après, encore une fois, c'est ce qu'on se disait notamment quand on a joué le début du parcours. Il y a pas mal d'étapes qui sont trop dures pour sprinter alors qu'elles sont censées être pour sprinter. Donc, c'est typiquement son profil. Je dis pas que c'est le seul. Encore une fois, on parlait de Van Der Poel, de Van Aert, voire même de Ewan ou de Philipsen quand ils sont dans un grand jour. Mais des étapes très usantes avec des bosses comme par exemple celle de Saint-Etienne où on retrouvera pas tous les sprinters, j'en suis persuadé. Oui, tout à fait. C'est justement celle à laquelle je pensais pour Brian Coquard. Mais voilà, bon, il aura Peter Sagan aussi, il aura Peter Sagan, il sera pas favori, ça c'est certain. Il aura Wout Van Aert, il aura Mathieu Van Der Poel, il aura Caleb Evans s'il est encore là. Voilà. Il y aura toujours quelqu'un, quoi. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un théoriquement plus rapide que lui, ça c'est à peu près certain. Maintenant, ça veut pas dire qu'il est pas capable de les battre sur ce genre de plat. Donc, je me dis qu'il y a peut-être une chance que cette année, ce soit enfin l'année de Coquard. Après tout, il avait failli battre Kittel sur un sprint massif en 2016. À partir de là, je pense que tu peux espérer battre tout le monde. Hein, c'est sûr. D'ailleurs, ça nous fait des fantastiques transitions de parler de Coquard, puisqu'on va parler du maillot vert. Pour terminer, puisqu'il est 22h15, on avait promis de faire 1 heure, on va dépasser un petit peu, mais parce qu'on adore discuter. On dépasse toujours.
On dépasse toujours. Au niveau du maillot vert, et puis après on finira par vos pronos maillots, les amis. Qui d'autre que Van Aert peut partir avec la tunique JB. Tu as parlé justement des arrivées qui sont quand même assez difficiles, même Titouan le relevait. Qu'est-ce qui peut empêcher Van Aert, qui en plus s'autoproclame vouloir aller chercher ce maillot, de la ramener à Paris? Qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il ne l'ait pas? Alors pour moi, il y a un adversaire principal au fait que Van Aert puisse jouer le maillot vert. Je parle bien de jouer le maillot vert. C'est la Jumbo-Visma tout simplement. Parce que si Roglic ou Vingegaard se retrouvent avec le maillot jaune, par exemple à la planche des belles filles, Van Aert, ses ambitions de maillot vert, je pense qu'il va devoir les oublier. Malheureusement pour lui, je pense pas. Il pourra jouer sa carte, mais il sera tout seul. Quoi. Voilà ce que je veux dire. Mais de toute façon, il sera toujours tout seul puisqu'il n'a pas l'équipe. À part Van Hooydonk et encore, il va se démerder. Sur les deux premières étapes de plat, je pense que Benoît, Laporte et Van Hooydonk vont être autour de Van Aert vraiment pour l'emmener, le placer et faire en sorte mais bon, est-ce qu'il a besoin de quelqu'un? Il se démerdera comme Peter Sagan se démerdait à une époque. Il va se mettre dans les roues, il va suivre tout seul. C'est pas pareil. Tout seul ou avec d'autres gars, c'est pareil pour lui. J'en suis sûr. Oui, mais il est déjà intrinsèquement moins rapide que les purs sprinters. Mais il n'a pas besoin de gagner les sprints. Il a quand même besoin de se placer parce que. Il fait top 5 à chaque fois et il aura. Il faut qu'il fasse top 5. Il faut qu'il fasse top 5. Mais top 5, t'es gentil. Il y a quand même du monde en face. Faut pas l'oublier. Il y a un bon plateau sprinter. Il y a énormément d'étapes, tu l'as souligné toi-même, où les sprinters passeront pas, où il y en aura. Oui, mais comme tu l'as souligné, toujours là. Comme tu soulignes toi-même depuis le début de la saison, il y a énormément d'étapes qui vont venir aux échappées. Ah oui. Et est-ce qu'il pourra aller dans ces échappées-là comme il aurait pu le faire? Parce que c'est sa principale chance pour le maillot vert, c'est qu'il passe très bien la montagne et qu'il pourra aller dans les échappées de baroudeurs qui vont gagner les étapes. Si la Jumbo a un maillot jaune à défendre, ça sera pas le cas. Enfin, en tout cas, je pense que ce sera pas le cas. Oui. Et ça, pour moi, c'est que s'il a le maillot jaune, il ira jamais dans les échappées. Ça, je suis d'accord. Maintenant, la première semaine, il a de quoi prendre de l'avance. Peut-être, oui, peut-être. C'est possible. Maintenant, je pense qu'il sera pas maillot vert au terme de la troisième étape, tu vois. Donc, mais maintenant, pour moi, il y a deux autres adversaires majeurs au maillot vert pour Van Aert. C'est Pogačar, parce que, encore une fois, comme on l'a dit, il y a 25 millions d'étapes qui arrivent au sommet, qui ont des bosses. Donc, si par miracle, contrairement au Giro, cette année, la course est un peu cadenassée, que ça se joue dans le peloton, Pogačar et Roglic d'ailleurs, parce que ça marche aussi, elles vont marquer un nombre de points incalculable sur les arrivées au sommet, parce que ce sont les plus rapides quasiment tout le temps. Complètement. Plus les chronos où ils peuvent marquer des points. Donc ça fait beaucoup d'étapes dans lesquelles ils peuvent marquer des points. Et pour moi, le seul sprinter qui peut éventuellement enquiquiner Van Aert pour jouer le maillot vert, c'est Philipsen. Parce qu'il passe pas mal de boss et qu'il a une équipe, entre guillemets, qui ne joue que ça. Alors justement, qui joue que les étapes et le maillot vert. Voilà. Justement, Titouan, pour rebondir sur ce que dit JB, qui est forcément très intéressant, mais avoir ta vision des choses. Est-ce que tu as la même vision des choses que lui? Est-ce que vraiment il y a un sprinter qui peut empêcher les punchers de récupérer le maillot vert? Moi, il y a le facteur X, Caleb Evan. Evan, dans un grand jour, dans une grande forme, bien emmené, il peut gagner un paquet d'étapes sur ce Tour de France parce que. Mais comment tu veux qu'il soit bien emmené avec l'équipe qu'il a sur le Tour de France? Il n'y a personne. Bon, je trouve pas. Il n'y a pas de lanceur, il n'y a pas un seul poisson pilote. Au-delà d'avoir un poisson pilote, c'est pas forcément le souci. Le souci, c'est qu'il soit bien placé dans les derniers mètres. C'est un peu le sien, surtout, je trouve. C'est un peu le sien, je trouve, quand même. C'est qu'il n'y a personne pour le guider dans le sprint, pour le placer, pour le maintenir dans les premières positions. Pour moi, c'est pas le problème, c'est pas le dernier kilomètre, c'est avant. C'est qu'il est souvent mal placé. À partir du moment où il arrive à le choper la bonne roue, c'est bon. D'ailleurs, c'est ce qui avait marché sur le Giro. La seule étape où il décide de pas dicter et de plutôt de ramener Evan et puis qu'il prenne la roue, c'est l'étape où Evan fait deuxième du sprint. Donc je pense qu'avec Loïc Frison, Van Rensburg et Van Moer, il a de quoi être ramené un petit peu pour être dans les roues des sprinters et derrière faire quelque chose. Et ensuite, il y a les arrivées un petit peu difficiles où il peut clairement passer. Il est très surprenant, Caleb Evan. Longwy, dans un grand jour, Longwy peut être là. Non. Moi je te dis que si. Longwy, on m'avait déjà rionné pour l'étape du Saudi Tour et il était là, le mec, quand c'était du 14% sur je sais plus combien de kilomètres, il était là. Oui, il avait quand même terminé à 35 secondes du vainqueur d'étape et c'était des tocards en début de saison. Et 35 secondes, là on est sur 7 km. Longwy, il suffit qu'il y ait un puncher qui pâte et c'est terminé. Il y a 4 boss qui se battent, ouais, mais sauf que ça se trouve, ça se fera pas.
Donc, Moi, je suis Sur 4 suis boss qui d'accord. s'enchaînent pour une victoire d'étape sur du 800 mètres à 12%, tu penses vraiment qu'Ewan a une chance? Attends, laisse-le amener ses arguments. sur 800 Moi, mètres à 12%, Caleb Evan, il peut surprendre de fou. Ouais, bien sûr, sur 800 mètres, clairement, ouais. Sur 800 mètres, oui. Sur 3 km, non. Sur 800 mètres, oui. Moi, Et je suis d'accord avec. Evan, je suis il a un d'accord. potentiel assez fou. On m'a beaucoup rionné en début de saison pour tout ça. Et au final, à chaque fois qu'avec ce genre d'étape, notamment sur le Saudi Tour, il a montré qu'en fait, le mec, il était capable de faire ces choses-là. Il se prépare parce qu'il sait qu'il veut viser le championnat du monde chez lui en Australie. Il a moins travaillé le sprint, il a perdu du poids, il a une bonne motricité. Alors, il va pas briller sur les longs sommets parce que c'est trop long pour lui. Mais quand il sent qu'il a une petite opportunité, d'ailleurs, comme sur le Giro, il va s'accrocher, le gars. Et alors, ça dépend évidemment de sa forme. Mais Evan, sur énormément de finales, il peut être là. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, sur l'étape de Calais, il sera là, j'en suis sûr. Sur l'étape de Longwy, pourquoi pas. Sur Lausanne, là, ça me paraît dur, Lausanne, parce que ça me paraît un peu long. J'aurais plutôt dit contre l'inverse, moi, à ta place. Je pense que Lausanne, il a plus de chances qu'à Longwy, tu vois. Voilà, Saint-Etienne, il sera là. Carcassonne, il devrait être là. Donc, il a pas mal d'opportunités, lui, où les autres ne sont pas forcément là. C'est-à-dire que par rapport à des Jacobsen ou Groenewegen, qui sont ses principaux rivaux au sprint quand ça va aller vite, lui, il passera. Et eux ne passeront pas. T'oublies toujours Philipsen, ça fait toujours plaisir. Philipsen est pour moi un poil moins rapide que les deux autres. Il est très rapide, mais c'est le 4e en performance pure, pour moi. Ah là là. Bon, on va Oui, pas mais dire ça- que c'est le débat des sprinters, parce que je pense que de toute façon, on ne va jamais être d'accord. Non, mais toi, tu dis ça parce que tu l'as pris sur Pro Cycling Manager et qu'il a progressé de fou, c'est tout. Non, pas du tout, c'est juste que, encore une fois, c'est le seul qui les a tous battus cette saison. Mais bon. Non, mais de toute façon, on n'a pas le temps. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai plus le temps. Passons au prono, alors. Voilà, passons au prono. Au prono, on va commencer quoi pour on va finir par le maillot jaune, on va changer. Ouais. Bon, le maillot blanc, je passe, on s'en fout. Ah, moi, je pense que ça sera pas Pogacar, mais du coup, ça me donne le résultat de mon maillot jaune aussi indirectement. Mais je pense que ça sera pas Pogacar, le maillot blanc. Alors déjà, pour le maillot à poids, Titouan, tu mets qui? Moi, j'ai envie de jouer Thibaut Pinot, mais je mettrai un gros bonus sur Guerrero. Il te plaît, ce petit Guerrero, il te plaît beaucoup. Il m'épate, en tout cas, on va dire. Ok, JB, tu mets qui? J'aimerais que ce soit Pinot, mais je pense que ça sera Quintana. Ah, Nero Quintana, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Moi, j'espère que ça sera Thibaut Pinot. Et je vois bien Thibaut Pinot. Je rêve de le voir à point. Alors, pour info, sur notre favori, il y a encore marqué Simon Yates. On n'a pas eu le temps de le mettre à jour. Simon Yates n'est pas présent. Mais vous pouvez rajouter Quintana, par exemple, qui clairement mériterait. Idem pour Alaf, qui aurait dû ne plus être là. Mais on n'a pas eu le temps de le mettre à jour. Ouais, c'est sûr. Alors moi, je donne mes 3 préférés parce que j'ai envie. J'adore Ciccone, j'adore Chavez et j'adore Pinot. Donc, si c'est un des 3, je serais très heureux. Maillot vert. T'es JB. Qui c'est que tu mets en premier? Je vais rester cohérent. Hein. Je vais dire Jesper Philipsen. Parce que je pense que c'est le sprinter qui a progressé par rapport à l'an passé. L'an dernier, il a fait gagner le maillot vert sans gagner une seule étape. Cette année, je le vois gagner une étape. Je le vois finir le tour, contrairement à beaucoup d'autres sprinters. Et je pense que Van Aert va être obligé de travailler pour ses leaders. Alors, je vois qu'il y a une petite faute sur Groenewegen. Son nom est tellement compliqué que on a oublié ne nous en voulez pas si. Alors en fait, je t'avoue c'est une faute voulue, c'est parce que sinon il rentrait pas. On l'appellera Gros tout court, ça lui va très bien. Groenewegen. Tu mets qui toi, Titouan? Wout van Aert, parce que Wout van Aert marquera des points sur les chronos, Wout van Aert marquera des points sur les étapes de plaine et Wout van Aert marquera des points sur l'étape pavée, donc Wout van Aert marquera beaucoup de points. Ok. D'ailleurs, je précise qu'à chaque fois, on fait des pronos, mais on rate jamais les résultats. Donc, il faudrait réécouter les autres bandes pour savoir qui a raison. On n'est pas forcément obligé, faut pas. Si, JB, c'est important. C'est important, c'est vrai qu'il faudrait retenir. Il faudrait retenir, t'as raison. On va les noter sur un papier. Exactement. Moi, je mets Van Aert aussi largement. Puis en plus, il a dit qu'il allait aller le chercher. Donc voilà. Avant de passer au général, qui va être le super combatif? Moi, ça, c'est un truc, ça me plaît. Allez, ça sera notre petite surprise des pronos. Super combatif pour toi, JB?
Il faut que je retrouve la start list parce que ça est bugué. Titouan, si tu as déjà réfléchi. J'ai plusieurs noms en tête, donc Allez, j'avoue que c'est assez difficile. Je pense à Lennart Kamna. Ouais, on l'adore ici. On Voilà, l'adore on chez l'adore. Vélo. Donc Lennart Kamna potentiellement. Guillaume Martin, 2. Mhm. Et en 3, qu'est-ce que je pourrais dire? Samuele Battistella, c'est la grosse cote. Ok. Bon, en général, c'est plutôt des gens qui prennent les échappées à la bonne amour, hein. Mais ok, pourquoi pas. JB. Et 3 aussi, 2 un peu de raison et 1 de cœur, on va dire. Les 2 de raison, ça serait Mohoric, parce que je pense qu'il va être devant tout le temps, un peu comme l'an dernier. Le deuxième de raison, j'ai envie de dire que ce sera un Français d'une équipe de deuxième division, donc je parierais bien sur un petit Turgis qui multiplierait les échappées un peu à la Bon Amour l'an dernier. Et le super combatif du cœur, qui est un peu un super combatif différent d'habitude, mais je sens bien Chris Froome partir dans des coups souvent, etc. Et le tout le récompenser par un super combatif. Ok, c'est original. Ah, un petit Chris Froome, ça me dirait pas mal, tu vois. Je rajoute Andreas Krohn. Ouais, moi j'allais mettre Krohn. En plus, il y a une interview de lui donc, dans le magazine qu'on a pu faire. Donc, petit coup de cœur pour lui. Et moi, je rajouterais peut-être Quinn Simons. Allez, comme ça. Bon choix. Ouais, bon candidat aussi, ouais. Voilà. J'avais pas du tout pensé à lui, mais je suis sur la start list et j'ai vu son nom. Personne ne dit Boko Molema alors qu'on parle de super combatif. Oh. Ouais, mais il est tellement dégueulasse à voir rouler que. Moi, je peux pas. C'était le concours du cycliste le plus élégant. Hein. Ah non, c'est sûr, mais je peux pas. Si nous on le dit. Oui, nous on le dit. Voilà. Il n'y a pas de prix pour ça, malheureusement. Attention surtout au super combatif à Omer Goldstein de Israël, première tech. Il peut aller le chercher. Pour terminer, le général, qui c'est que vous voyez gagner? Je vais commencer, moi. Je vais commencer parce que je tout le temps en train de me demander un premier. Je suis très mal poli, mais c'est pas grave. Alors moi, je vais jouer un favori, vous pouvez le noter. Ça ne sera ni Tadej Pogacar, puisqu'il va être mis hors course. Ça ne sera pas Roglic. Ça ne sera pas Vingegaard. Et je mise sur Vlasov. Ouf, pas loin. Sur des faits de course. Sur des faits de course. Attention, sur des faits de course. Voilà, je dis pas qu'il va gagner à la pédale, mais sur des faits de course, il va gagner le Tour de France. Voilà. Il n'y aura pas d'hymne national pour lui. Eh bien, moi, je dis Primoz Roglic. Oh, ah oui. Il bat Pogacar à la pédale. Je sais pas. Pogacar peut abandonner s'il veut. Hein. Oui. Non, mais je trouve qu'il a mieux géré son pic de forme. Il n'était pas au top sur le Dauphiné, même s'il était très fort. Et je pense que c'est pour mieux régner sur le Tour de France, ou du moins être en meilleure forme. Donc voilà, je m'attends à un combat de titan. J'espère un combat de titan, du moins. Je sais pas si on peut dire que Pogacar a mal géré son pic de forme. Il l'a enclenché en février, il est valide jusqu'à octobre, c'est bon. Hein. Ah, je n'ai pas dit qu'il n'était pas en forme. Bon, son pic de forme. Je pense que Roglic, lui, par contre, l'a mieux géré qu'en 2020. Ouais, ça, en même temps, c'est pas très compliqué. Il n'avait pas très bien géré l'an dernier. Les années précédentes. Ben, moi, j'ai mis ni l'un ni l'autre sur le podium, de toute façon. Attends, est-ce qu'on peut deviner? Alors, il a mis Vous pouvez Jonas deviner mon Vingegaard podium, je vainqueur. Il a Non, mis Vingegaard n'est pas vainqueur. Il est sur le podium, mais il n'est pas vainqueur. Martinez deuxième Non, Martinez est sur le podium, mais il n'est pas deuxième. et Henrik Martinez. Mas. Ah, vous avez les 3 bons, mais pas dans le bon ordre. T'as vu ça? Ah, J'ai les t'as 3 Mas. bons. Voilà. Mas, tu le mets maillot jaune? Ouais. Mais t'es fou. Oui, tout à fait. Pour son Mais sourire, en fait, c'est pour parce son que sourire frédant. Je sens que ça va être un Tour de France comme on n'a pas vécu depuis très longtemps, et que la première semaine va faire des dégâts, ça va être une course. Le problème, c'est que la première semaine, elle risque de faire des dégâts à Henrik Mas. C'est ce qui me fait peur, moi. Mais Mas, il voit une bordure, il tombe du pont. Alors le Mas, je suis pas inquiet pour les bordures. Il tombe du pont, Mas, à la bordure. Non, je pense pas, mais par contre, les pavés me font très peur pour lui. Hein. C'est les pavés qui lui font peur, mais la bordure, il les gère très bien. Maintenant, je reste persuadé que c'est une semaine qui va faire très mal,
notamment aux équipes. Et je m'attends vraiment à avoir des équipes de leaders qui vont perdre des équipiers, ce qui va rendre la course bien plus difficile à gérer. Et je pense qu'on va avoir vraiment des équipes un peu plus diminuées en montagne, donc moins de trains, une course plus débridée, avec plus d'attaques et plus de surprises, et que ça va pas être facile de gérer. Bon, évidemment, quand je fais ce podium-là, je m'attends aussi à ce que Pogačar et Roglič aient des problèmes, faut être lucide. Je pense que Roglič passera pas les 4 premiers jours. Enfin, jusqu'au pavé. Chaque fois, je dis 4 premiers jours parce que j'oublie le chrono. Les 5 premiers jours. Je sens que Pogačar, il va y avoir un problème, une chute, un truc qui lui est jamais arrivé, lui qui chute jamais. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va chuter ou un truc comme ça. Et en fait, derrière, je trouve qu'ils ont tous finalement des qualités, mais en fait, il n'y en a pas un seul qui soit vraiment supérieur aux autres en montagne. Alors Vingegaard et Martinez ont l'avantage d'être bons au chrono, certes, mais encore une fois, c'est un chrono de fin de tour. C'est un chrono où il n'y aura pas forcément 2 minutes d'écart entre les meilleurs. Et en fait, personne n'attend Mas parce qu'il fait une saison pourrie en termes de résultats, mais en termes de forme, il était là. La forme, elle est là. Il faut juste qu'il arrête de chuter. Donc évidemment, c'est un gros pari et évidemment, c'est pas le favori. Ça, c'est une évidence. Mais je sais pas pourquoi, en fait. C'est tellement... La saison de la Movistar est tellement absurde et nulle que je me dis qu'à un moment donné, tout va se mettre en route et tout va se mettre comme il faut. Et que si c'est sur le Tour de France, ben pourquoi pas. Eh ben écoute, en tout cas, on l'espère pour Mas, qui est un super gars, un super équipier, une super personne, en tout cas, de ce qu'il montre, que ce soit dans les interviews ou à la fameuse série Netflix Movistar. C'est quelqu'un qui... On est d'accord avec Titouan, on en avait parlé, que ça a l'air d'être un super mec. Alors, on le connaît pas directement, mais en tout cas, il a beaucoup de respect pour son équipe et pour ses coéquipiers. Bon, de là, Love mettre maillot jaune, on finira sur cette petite note drôle de JB. Moi, je le vois bien sur le podium. Humoriste de la bande, quand même. Moi, je le vois bien sur le podium, mais après, gagner, difficile. Bon. Après, je dis qu'il va gagner un Tour de France où Pogačar et Roglič seront plus là. Oui, donc, oui. Et en plus, on parle surtout sur des faits de course. En tout cas, on a fait le tour, on a vu les favoris, on a vu le parcours, on a parlé du Covid, on a parlé des maillots distinctifs. Je sais pas sur quoi vous voulez conclure, ou même si dans le chat vous voulez poser une question ou deux, c'est le moment. Avant qu'on termine, Titouan, tu voulais terminer par quelque chose ? Non, juste dire qu'on espère un beau Tour de France, qu'il y a de quoi faire cette année, que beaucoup de choses peuvent venir perturber ce Tour de France, mais ça peut aussi le rendre complètement fou. Donc j'ai hâte d'être vendredi, j'ai hâte de voir la victoire de Bissegger, et voilà, vive le vélo. Ah, c'est vrai que Titouan, il l'aime bien son Bissegger. Je l'aime bien et il gagne souvent quand je le mise. Hein. Donc retenez bien ce nom. Tu devrais le miser plus souvent alors, parce que le mec il gagne quand même pas beaucoup. Bah, je l'ai misé sur UAE déjà. Et puis j'allais le miser sur le Tour de Suisse, mais... Comment dire. Non, mais c'est vrai que ça va être un Tour de France vraiment passionnant, et sa construction et tout ce qui entoure le Tour de France cette année, tout le contexte entre le Covid, les Tours de France de Roglič précédents, où il a toujours eu des trucs invraisemblables qui lui sont arrivés, etc. Ça rend ce Tour de France vraiment pas illisible, mais vraiment impossible à décrypter à l'avance. On ne sait pas vraiment finalement que donnera Roglič face à Pogačar, puisqu'ils s'affrontent quasiment jamais. À l'exception du Tour de France, et au Tour de France, il y a toujours eu des soucis, un truc de fou pour Roglič. Donc c'est vraiment un Tour de France qu'on a hâte de voir. Pour être honnête, j'ai surtout hâte d'être à la deuxième étape, parce que le chrono, je trouve qu'on va pas avoir beaucoup de surprises, à part des chutes, éventuellement. Enfin, si Roglič chute sur le chrono, je pense que là, il faut plus qu'il fasse le Tour de France. Là, ça serait trop. Et vraiment, je m'attends à un Tour de France vraiment passionnant, et avec peut-être plus d'attaques que d'habitude, vu la première semaine qui risque de faire des écarts. Bon, eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci Gerbinio pour le petit mot. Merci à tous les deux. Merci pour vos analyses très pointues et pleines de passion. En tout cas, vous transpirez le vélo tous les deux. Donc, merci à toi, merci Quentin, beaucoup pour la présentation. Toujours excellente. Sans toi, nous ne saurons rien, Quentin.
Sans toi, nous ne serions rien. Oui, j'ai cette faculté à rendre les gens meilleurs autour de moi, c'est vrai. En toute humilité. Non, je déconne. Bien sûr. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous. Et on te dit officiellement bravo pour ta performance à la liégeoise aussi. Oui, merci. Ouais, Merci à Sonic TV, très bonne émission, ça fait plaisir, merci beaucoup. Oui, merci. On essaiera de multiplier ce genre d'intervention, et peut-être même pour faire un compte. Enfin, je sais pas, parler de la première semaine ou faire un point sur la mi-parcours. Je sais pas, Titouan, ce que t'en penses. Et JB, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne idée. Hein, ouais, on verra. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Salut. Ciao. Salut à tous.